Le titre de cette communication, comme vient de l'indiquer David, est calqué sur celui du célèbre ouvrage de Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire. Mais comme tout bon calque, il s'inspire davantage de la lettre que de l'esprit. Donc aujourd'hui, pas de sociologie, pas de marché symbolique, pas de grandes révélations non plus sur ce que voudrait réellement dire poétiser, c'est-à-dire écrire de la poésie. Je vais plutôt m'intéresser aux représentations discursives du genre poétique, aux caractéristiques formelles, thématiques, sociales, affectives ou encore idéologiques qui lui sont associées dans le discours. Par contre, l'objectif de ma présentation n'est pas d'exposer une vue d'ensemble de l'image de la poésie dans le discours social contemporain, en fait d'un visée davantage théorique. Il s'agit de montrer que la notion de genre littéraire gagne à être observée sous l'angle de l'imaginaire. J'exemplifierai mon propos grâce à des exemples tirés de textes littéraires québécois et franco-canadiens, ceux principalement de Vicky Gendreau, Patrice Desbiens et Pierre Morancy. À la fin de ma présentation, j'aurai donc tout de même exposé quelques représentations de la poésie dans l'imaginaire contemporain, mais ce seront bien entendu des images repérées sur la base d'un échantillon assez restreint. Dans les prochaines minutes, je vais d'abord proposer de revisiter la notion de genre littéraire à partir du concept d'imaginaire, et on remarquera que le concept d'imaginaire social, comme je vais le déployer, ressemble beaucoup à ce que Alex Gagnon a présenté tout à l'heure. Ensuite, en m'appuyant sur les textes de Gendreau, Morancy et Desbiens, j'analyserai ce qui me semble être les deux principaux aspects de la représentation discursive des genres. Donc, d'une part, l'image du producteur, donc dans ce cas-ci le poète, et d'autre part, le métadiscours en tant que tel, et plus précisément, donc dans ce cas-ci, le métadiscours sur la poésie. J'ai dit que je m'attarderais à la représentation des genres dans le discours. Ça signifie que je vais m'intéresser à leur représentation dans l'imaginaire social. Comme l'expriment plusieurs chercheurs, Castoriadis notamment, l'imaginaire, en plus de se manifester dans le langage, prend forme avec lui. Or, le langage est social, si on en croit Bakhtin et la tradition des études littéraires et culturelles qu'il a contribué à mettre en place. Il en découle que l'imaginaire est lui aussi nécessairement social, du moins quand on prend ce dernier terme dans l'acception relativement large selon laquelle est social tout ce qui est partagé. Ainsi, les représentations énoncées dans le discours sont généralement partagées par plus d'un locuteur, en ce sens où l'énoncé reproduit des images préexistantes. Cependant, une représentation qui serait inédite, lorsqu'elle est formulée, est également partagée puisqu'elle attend une réponse, une rétroaction, ne serait-ce qu'une réaction, peu importe si elle vise un locuteur ou un groupe particulier, ou si elle se conçoit davantage comme une bouteille à la mer. La dimension dialogique du langage est également ici celle des représentations discursives, et on aura remarqué, parce que je viens de dire, que ces dernières se trouvent prises dans une tension. Donc, d'un côté, elles préexistent, elles sont formées par des images antécédentes qu'elles reproduisent, mais d'un autre côté, elles peuvent se présenter comme des représentations inédites qui sont projetées dans l'imaginaire et qui, à différents degrés, rebrassent les cartes du discours social. Pierre Popovic propose de résoudre ces problématiques fondamentales en faisant intervenir, c'est le cas de le dire, la notion d'intervention, qu'il emprunte à la fois aux institutionnalistes des organisations socioculturelles, au domaine du théâtre et à celui des arts plastiques. Le terme intervention est, je cite Popovic, apte à désigner maintes pratiques sociales et esthétiques modernes et contemporaines, en unissant le sentiment d'un inévitable déjà là et un vecteur de transformation active. La représentation sociale est toujours une intervention dans le discours. Elle n'est jamais entièrement originale, mais elle n'est jamais non plus une simple reproduction à l'identique d'interventions antérieures. Le concept d'imaginaire, jumelé à celui d'intervention, pourra en fin de compte permettre d'articuler le rapport entre ce que le linguiste Jean-Michel Adam appelle la textualité et la discursivité, autrement dit la relation entre l'énoncé individuel dans toute sa singularité et le discours social en tant qu'ensemble d'énoncés partagés par une même communauté. Reconceptualiser le genre littéraire à partir de la notion d'imaginaire implique de s'intéresser aux représentations des genres comme des actes de langage, pour reprendre le langage ou la terminologie de la pragmatique, ou encore comme des interventions successives dans le discours social. A priori, on semble donc s'éloigner d'approches qui abordent le genre en termes exclusivement formels et linguistiques, qu'il s'agisse de l'ancienne poétique des genres ou de certains travaux plus récents qui s'inspirent de la linguistique pragmatique. L'historien de la littérature Alain Vaillant, qui s'oppose vigoureusement à de telles approches, écrit justement que le genre varie d'un milieu, d'une époque et d'une personne à l'autre, en fonction notamment, je le cite, de la formation reçue, des habitudes culturelles, des lectures et des modèles littéraires inconsciemment intériorisés. C'est pourquoi le genre participe, pour Vaillant, de la sphère des représentations mentales. J'ai soutenu tout à l'heure, en appuyant sur Bakhtin, que le langage était social, mais le mental l'est lui aussi, nous disent certaines recherches contemporaines en philosophie. Bruno Ambroise et Christiane Chauviré soutiennent que, je cite, « Le mental est nécessairement social ou dérivé du social,
des usages, des coutumes, des institutions ou des rituels. Ça ressemble un peu à ce que nous dit Vaillant en fait à propos des genres littéraires. Rompant avec la dichotomie épistémologique entre l'individu et la communauté, Ambroise et Chauviré écrivent que, je cite encore, « Ce qui nous semble être le plus intime est d'emblée social. En effet, le suivi d'une règle suppose un accord entre les membres d'une même communauté et l'accord linguistique devient le modèle de l'accord social. » C'est que, je continue la citation, « En apprenant un langage, on apprend des concepts et ce faisant, on intègre des aspects de notre forme de vie. Apprendre le concept d'espoir, c'est apprendre à espérer. Les concepts mentaux sont ainsi corrélés à une palette d'actions possibles. » Par conséquent, le concept de représentation mentale et sociale nous ramène encore une fois au langage qui constituerait à la fois le lieu où se manifeste l'imaginaire et le matériau par lequel ce dernier prend de multiples formes. C'est pourquoi l'étude des représentations des genres est celle des représentations discursives des différentes catégories génériques qui, comme la poésie, sont liées dans le discours à des caractéristiques formelles, thématiques, sociales, affectives ou idéologiques. Ici, j'aimerais maintenant l'illustrer en appuyant sur des exemples de la poésie dans le discours littéraire contemporain. Les représentations des genres se manifestent principalement de deux manières, comme j'ai dit tout à l'heure, par une représentation des producteurs et par un discours sur les genres en tant que tels. Selon Jean-Michel Maulepoix, étudier la figure et la représentation du poète revient à étudier la fonction du producteur de poésie autant que la valeur de la poésie même. Il s'agirait en fait de, je cite Maulepoix, une manière indirecte de poser la question « qu'est-ce que la poésie ?» en s'intéressant à la représentation de celui qui l'a fait, puisqu'une définition de la poésie est en jeu dans cette représentation. Maulepoix exprime ainsi assez bien la raison pour laquelle il importe d'étudier l'image du poète quand on s'intéresse à la représentation de la poésie comme genre littéraire, et d'ailleurs c'est une raison qui pourrait être aussi valable pour l'étude d'autres genres comme le roman ou le théâtre. La première partie du recueil « Les paroles qui marchent dans la nuit » de Pierre Morancy présente la relation entre le narrateur et un personnage appelé Trombe. Trombe, T-R-O-M, et non pas Trombe. Trombe écrit de la poésie. Pourtant, le narrateur se demande d'abord s'il est vraiment poète. Comment le remarquerait-on, dit-il? Il ne porte ni les cheveux longs, ni les couleurs d'usage. Il ne professe rien, sinon qu'un bon lit dur et de bonnes chaussures molles sont nécessaires au simple bonheur de chaque jour. Autrement dit, Trombe ne correspond en rien à la représentation commune, et j'oserais dire romantique du poète, celle du marginal aux cheveux longs, engagé dans les courses sociales du moment et montrant le chemin au peuple comme un berger. Cette image du poète marginal n'est convoquée par Morancy que brièvement et dans le seul but d'être répudié. L'écrivain lui oppose celle du poète contemplatif. Ce dernier passe inaperçu dans la foule et rend tout simplement compte de son quotidien et de son rapport à la nature. Tout comme la poésie qu'il rédige, le poète est simple, authentique, refuse les artifices. Je cite. Trombe est d'ordinaire rasé de frais, mais ne dégage aucun parfum. Ses vêtements font plaisir à son corps maigre et ne rappellent en rien la mine des hommes qui méditent, ne fût-ce qu'un moment, devant leur miroir. Les mots-clés ici sont certainement simplicité et authenticité, des valeurs contemporaines reprises aujourd'hui à toutes les sauces dans tous les discours, y compris le discours politique qui fait grand cas de la transparence. Chez Morancy, ces valeurs sont incarnées par le poète et par extension par la poésie. Derrière cette représentation du poète et de la poésie semble se profiler un propos qui, indissociablement esthétique, éthique et politique, dépasserait le cadre du genre poétique et même de la littérature en tant que telle pour faire écho au discours social contemporain dans son ensemble. Le poète portraituré dans Les paroles qui marchent dans la nuit se fait le chant d'une existence paisible et contemplative et se trouve par conséquent des lieux du poète romantique faisant l'apologie de la nation ou de la révolution. D'autant plus que, selon Trombe, je cite, « Plus une société est évoluée, plus elle est disposée à laisser les poètes en paix. N'est pas libre le pays qui demande quelque chose à ses poètes, outre la jouissance du verbe, outre le jeu qui révèle une soif. » Ce refus de toute obligation d'engagement social de la part des producteurs de poésie est paradoxalement l'énoncé le plus politique du recueil de Morancy. C'est que le personnage de Trombe fait partie d'une classe relativement aisée, disons à tout le moins qui fait partie de la classe moyenne. J'emploie le concept de manière un peu souple ici. Ce que je veux dire par là, c'est que le poète ne gagnerait absolument rien à se faire la peau d'une quelconque révolution, même d'une quelconque réforme politique, puisqu'il ne souffre en rien du système économique, politique et social en place. Il dispose en effet de moyens économiques qui lui permettent de se payer une voiture, d'aller régulièrement au restaurant, mais aussi et surtout de vivre dans un chalet sur le bord du fleuve Saint-Laurent, ce qui lui permet de rester connecté avec la nature, mais cette connexion est au contraire un luxe, puisque tous n'ont pas les moyens d'habiter une telle demeure. La portée idéologique de la représentation du poète dans Les paroles qui marchent dans la nuit n'apparaît pas nécessairement à une
première lecture. Elle se dévoile peut-être surtout quand on compare l'image du poète chez Morancy à celle qui se trouve dans la poésie de Patrice Desbiens. Au contraire de celui de Morancy, le producteur de poésie chez Desbiens est pauvre. Tous ceux qui, comme lui, vivent de la poésie ou encore de la musique sont continuellement sur le bord du gouffre, risquant de tomber dans l'itinérance. Le poète, écrit Desbiens dans La fissure de la fiction, je cite, vit dans un pays où les griots deviennent des itinérants. Le thème griot est révélateur. En Afrique, le griot est un poète, un chanteur ou un musicien ambulant, dépositaire d'une certaine sagesse culturelle. Desbiens, par l'emploi de ce terme, dresse un parallèle entre la situation des poètes au Canada et celle des griots en Afrique. La société, nous dit le narrateur-poète de Desbiens, ne valorise pas suffisamment ces griots canadiens, ces poètes, ces chanteurs, ces musiciens, qui sont pourtant les dépositaires d'une tradition culturelle, voire d'une certaine sagesse. C'est ce qui fait dire à l'écrivain que dans son pays, je cite encore, la sagesse couche dehors, printemps, été, automne, hiver. Ça va expliquer que, contrairement au producteur de poésie dans Les paroles qui marchent dans la nuit, le poète, chez Desbiens, est le porte-parole de toutes les personnes laissées pour compte par un système qui les pousse vers la pauvreté, la marginalité et l'itinérance. La représentation discursive du producteur de poésie chez Desbiens et Morancy a donc autant, sinon plus à voir avec des enjeux politiques et éthiques qu'avec des enjeux strictement littéraires et esthétiques. La portée sociale de l'image du poète dans les œuvres de Desbiens et Morancy se reflète inévitablement sur la représentation de la poésie elle-même, puisque celle-ci devient dans l'imaginaire l'incarnation d'intérêts de groupes particuliers, pour ne pas dire de classe sociale. Outre la représentation des producteurs, le discours sur le genre littéraire intégré dans les textes est l'une des manières les plus importantes par lesquelles les représentations génériques prennent forme. On pourrait aussi parler de métadiscours quand le propos comporte une dimension métaréflexive, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il ne s'agit pas pour moi d'étudier uniquement la représentation de la poésie par les poètes ou le discours sur le roman par les romanciers, si on pense aux travaux très intéressants du Dizard. Donc pas uniquement l'image de la poésie produite par les poètes, mais la représentation de la poésie tout court dans l'ensemble du discours social. Cela dit, les œuvres littéraires demeurent de formidables objets d'étude en raison, entre autres, de la complexité dialogique de certains textes qui vont jusqu'à mêler des conceptions concurrentes d'un même genre. C'est le cas, d'ailleurs, de la représentation de la poésie dans les romans de Vicki Gendreau, sur lesquels j'aimerais m'attarder un malheureusement trop court instant. Même si les deux œuvres de Gendreau, Testament et Drama Queens, sont identifiées au genre romanesque à la fois dans le texte et par des indices paratextuels, ces œuvres intègrent des passages en vers et développent un discours sur le genre poétique. Chez l'écrivaine québécoise, la poésie se situe en fait dans une tension entre lyrisme et antilyrisme. Et je cite, « Mes histoires ne fonctionnent jamais », affirme la narratrice écrivaine de Testament. C'est pour ça que j'aime la poésie, c'est toujours infini. Les gens qui finissent leur poème par un point, je m'en méfie. Les histoires qui ne fonctionnent pas mènent, dans la perspective de la narratrice, vers la poésie. L'énoncé a un double sens. Il signifie que l'impossibilité de rédiger un récit linéaire et cohérent conduit du roman à la poésie, ce premier genre étant caractérisé par sa continuité narrative et ce second par sa discontinuité, plus spécifiquement par l'impossibilité du récit. Mais l'énoncé indique également que les histoires qui finissent mal, et plus spécifiquement ici les histoires d'amour malheureuses dont il semble être question dans la citation, donc ces histoires qui finissent mal incitent l'écrivaine à recourir à la forme lyrique de la poésie, une représentation du genre qui le renvoie de manière stéréotypale au sentimentalisme qui lui est souvent associé. Si, comme l'écrit Gendreau, la poésie c'est toujours infini, est-ce que ça signifie que le roman, lui, se caractériserait par sa finitude? Cette représentation du romanesque ira à l'encontre de la définition bakhtinienne du roman, selon laquelle ce genre se distingue par son inachèvement. L'énoncé « la poésie c'est toujours infini » paraît toutefois s'opposer à une autre conception de la poésie chez Gendreau, qui se révèle pour sa part antilyrique. Je me méfie de moi-même parce que je finis ma vie par un point, alors que ma vie est censée être un poème. C'est la narratrice dans Drama Queens, son second roman. Étrangement, Les Occidentales de Maggie Roussel, un recueil de poésie que Gendreau considère si important que l'avoir lu et compris, je la cite, est comme un prérequis pour être mon ami. Donc ce recueil termine chacun de ses vers par des points. Et je cite quelques vers de Roussel, « Incapable d'écrire quelque chose qui se suit, point, retour à la ligne, poème, texte catastrophé, point, retour à la ligne, émotion purement télégraphique. » Il est intéressant que la conception lyrique de la poésie de Gendreau reproduise en partie celle de Roussel. Pour les deux écrivaines, la poésie naît d'une incapacité à performer un discours linéaire, comme le récit.
Roussel et Gendreau se heurtent néanmoins à la possibilité de rédiger une poésie infinie et par conséquent, pour elle, véritablement lyrique. En effet, la conception du lyrique comme idéal poétique s'oppose à la poésie comme elle est généralement pratiquée par Gendreau dans ses romans, une poésie décadente, anti-lyrique et dans une certaine mesure anti-poétique, puisque le lyrisme, à l'époque de son retour, comme le dit Mathieu Arsenault, est devenu synonyme de poésie. Quoiqu'ils soient présentés comme des poèmes, les passages en vers des textes de Gendreau ne parviennent pas à mettre en pratique la poésie idéale représentée ailleurs dans le discours de l'écrivaine. Il s'agit en somme d'une poésie qui, non par volonté mais par impossibilité, s'éloigne de la représentation traditionnelle du genre au point où elle apparaît comme de la poésie tout en n'en étant pas. Ce paradoxe s'explique par la bisémie du terme chez Gendreau. Le mot poésie réfère autant à la poésie traditionnelle qu'à une pratique actuelle qui est aussi appelée poésie et qui se rédige également en vers, mais qui se révèle fondamentalement différente dans son rapport au monde, ne reposant pas sur une transcendance lyrique. Il est intéressant de noter que dans les romans de Gendreau, la poésie s'avère par ailleurs source de raillerie. Je cite un passage en vers de Gendreau. « J'utilise des mots compliqués, retour à la ligne, en coupant mes phrases, retour à la ligne, pour faire poétique. » Enfin. Les mots compliqués sont associés ici à la poésie lyrique, car la poésie prosaïque ou anti-lyrique mise plus trop chez Gendreau sur un vocabulaire simple, comme en témoigne l'extrait précédent, mais aussi l'extrait que je vais lire. « J'ai de la vinaigrette balsamique sur les mains. Retour à la ligne, Claudine est belle. Retour à la ligne, c'est tout ce qu'il y a à dire. Fin. » Cette dérision de la poésie est aussi une forme d'autodérision, puisque la vie de la narratrice devait être, comme elle le dit, infinie comme un poème, ce à quoi elle échoue, semble-t-elle dire, en raison de la maladie qui l'atteint. On s'aperçoit ici que la poésie, chez Gendreau, est investie principalement sur le plan affectif. L'opposition a priori uniquement théorique entre la poésie comme activité lyrique et anti-lyrique se révèle radicalement intime. Elle permet à la narratrice d'organiser son récit de vie en rendant compte d'une tension entre le rêve brisé de la transcendance associée à la poésie lyrique et un quotidien prosaïque, anti-lyrique, marqué autant par la maladie que par l'anodin. J'ai convoqué aujourd'hui des exemples disparates, d'abord celui du couple Morancy-Desbiens, puis celui de Gendreau, de manière à présenter les multiples formes que peuvent revêtir les représentations discursives des genres littéraires, et particulièrement donc de la poésie. Avec l'analyse des textes de Morancy-Desbiens, j'ai souligné la portée plus étroitement et explicitement sociale des représentations génériques, le poète et la poésie se voyant associés dans ces textes à des rôles sociaux, à des situations économiques et même à des classes sociales. Avec l'exemple de Gendreau, j'ai plutôt souhaité montrer que différentes conceptions d'un genre peuvent cohabiter au sein d'un seul texte et que ces représentations s'insèrent dans des récits. Or, ces récits peuvent aussi bien être sociaux, pensant à Morancy et Desbiens, qu'intimes, comme c'est le cas dans les romans de Vicki Gendreau, où les représentations de la poésie mise en tension servent moins à développer une théorie littéraire qu'à raconter l'histoire d'une vie. Les tensions repérées chez Gendreau semblent d'ailleurs montrer que les genres n'opèrent pas selon des logiques compartimentées, comme le propose Jean-Marie Schaeffer dans son célèbre ouvrage « Qu'est-ce qu'un genre littéraire ?» Au terme logique, nous pouvons opposer celui d'imaginaire, qui permet de voir le genre comme une représentation discursive agissant dans l'imaginaire social et qui permet de mettre ainsi l'accent sur la portée politique ou affective qu'il peut acquérir lorsqu'il est inséré dans des récits. Bien entendu, Schaeffer, comme la plupart des théoriciens des genres, conçoit les catégories génériques principalement comme des systèmes modélisants. Donc modélisant la production, précisément la production du texte et sa réception. On peut effectivement voir le genre comme un système modélisant. Néanmoins, renouveler notre conception du genre à partir de la notion d'imaginaire nous conduit autre part, sans doute plus près d'une rhétorique comme la propose Dominique Comte dans ses travaux des années 80 et 90, et peut-être même en dehors de la théorie des genres. Au final, il ne s'agit plus de proposer une théorie spécifique à la question de la généricité, mais d'analyser des représentations discursives et leur place dans des récits indissociablement individuels et sociaux. Il se pourrait donc que l'étude de l'imaginaire des genres se situe davantage dans le sillage de l'analyse du discours ou encore de la sociocritique que dans celui de la théorie des genres à proprement parler.